Pour cet épisode, je suis très heureuse d'accueillir mon ami Julien, kiné et ostéopathe, qui se partage entre Paris et Saint-Malo. D'abord, c'est en grande partie grâce à Julien que je suis kiné, car à l'époque où j'hésitais, il a su trouver les bons mots pour me donner envie de reprendre les études. Dans cet épisode, Julien nous parle de la création de son cabinet à Paris, de son activité à Saint-Malo et des différences de pratique qu'il a pu noter entre Paris et la province. Il nous explique comment il arrive à combiner ses deux casquettes de kiné et d'ostéo, puis comment il gère son temps entre ses visites dans une pouponnière, ses visites dans une maison d'accueil spécialisée, les domiciles et tout cela entre deux trains. Puis il nous parle des formations qu'il a faites, ainsi que de l'association Rosa Move, dédiée à l'accompagnement de soins en cancérologie. Julien a une énergie contagieuse et il est vraiment passionné par ce qu'il fait. Mais je ne vous en dis pas plus et je vous laisse écouter mon échange avec lui. Salut Julien et bienvenue. Bonjour Gabi. Comment ça va? Ça va très bien, et toi? Super. Écoute, je suis ravie de t'avoir aujourd'hui sur le podcast. Pour la petite histoire, c'est un peu grâce à Julien que j'ai repris les études, j'ai commencé les études de kiné. C'est lui qui m'a encouragée à faire kiné. Donc, merci. J'en suis très fier. Tu peux. Merci de m'avoir encouragée. Alors, est-ce que tu veux, pour commencer, te présenter un petit peu et nous parler de ton parcours? Bien sûr. Donc moi, c'est Julien Le Yavank. J'ai été diplômé à l'IFMK de Lille en 2002. Voilà. Et ensuite, j'ai fait une école d'ostéopathie en 2008. J'ai exercé à Paris. J'ai créé mon cabinet en 2009 avec mon associé Céline Poutre. Et voilà. Et j'ai déménagé l'année dernière à Saint-Malo. Donc aujourd'hui, j'ai deux cabinets, un cabinet à Saint-Malo et un cabinet à Paris. Ok, donc là, tu as deux cabinets, on va revenir là-dessus tout à l'heure. Et tu es aussi ostéo, c'est ça? Oui, c'est ça. Je suis ostéopathe. Aujourd'hui, j'ai eu un long parcours, ça fait plus de 20 ans que je travaille. Donc j'ai été kiné, j'ai été kiné et ostéopathe, donc je différenciais vraiment les deux dans mon cabinet, où je prenais un patient par demi-heure, mes patients en kiné, je prenais un patient par heure, mes patients en ostéopathie. Donc j'ai fait des formations en kiné, j'ai fait des formations en ostéopathie. Je suis passionné par les deux, la kiné et l'ostéopathie. Et puis après il y a eu le Covid. Et c'est après le Covid où là, j'ai voulu je me suis dirigé plus vers l'ostéopathie, mais surtout pour prendre mes patients plus longtemps, notamment 1 heure. Parce qu'en une demi-heure, voilà, j'ai pas le temps de faire tout ce que j'ai envie de faire avec mes patients. Et pourquoi justement c'est le Covid qui t'a donné envie, qui t'a incité à garder les patients 1 heure au lieu d'une demi-heure? Parce que je pense que je jonglais vraiment dans mon planning, ça devenait compliqué de jongler les patients en kiné 30 minutes, les patients en ostéo 1 heure. Le Covid je me suis dit, on s'est arrêté pendant 2 mois, et là je me suis dit, allez, je me lance, je vais prendre les patients 1 heure. Ça a été une transition, et du coup j'ai changé mon agenda et j'ai pris que des créneaux d'1 heure. Ok. Et justement, donc c'est vrai qu'on dit à la kiné, parfois en une demi-heure on n'a pas le temps de faire beaucoup de choses, et qu'en 1 heure c'est quand même plus complet. Vis-à-vis de donc la kiné et l'ostéo qui sont quand même assez complémentaires, comment tu arrives un petit peu à effacer les frontières entre les deux techniques, les deux casquettes? Alors, ça a été très compliqué, déjà pour toi, en fait, de savoir où tu te situes, de savoir, tu sais que, entre les kinés, les ostéopathes, c'est très compliqué, je trouve. Voilà, aujourd'hui, la kiné se dirige beaucoup vers le BP, il faut prouver tout. L'ostéopathie, ils essayent aussi d'aller vers
vers le pareil où il faut prouver aussi les choses et en fait moi quand tu te situes entre les deux c'est souvent compliqué. Il a fallu que je travaille sur moi, il a fallu c'est mes formations, mes rencontres que j'ai faites et surtout ma pratique avec mes patients qui m'a notamment qui m'a fait aller vers de l'ostéopathie et de la kiné. Aujourd'hui, ce que j'adore, après 20 ans de travail, j'adore allier les deux. Alors oui, c'est différent, l'ostéopathie et la kiné, mais ce que j'adore, par exemple, c'est travailler en ostéopathie avec un patient et en même temps travailler en kiné. Lui donner des exercices, lui donner, revoir en rééducation, sa posture, etc. Ce que tu fais pas en ostéopathie. Mais j'adore aussi faire du crânien, du viscéral. Enfin, c'est tout un ensemble. Hein. Et là, aujourd'hui, je suis assez content parce que j'arrive quand même à allier les deux et pour le bien de mes patients. Super. Et alors, du coup, c'est quoi le pourcentage de patients qui viennent te voir pour la kiné et pour l'ostéopathie? Est-ce que c'est moitié-moitié ou est-ce que c'est plutôt 20% pour la kiné, 80% pour l'ostéopathie? Comment ça marche? Alors aujourd'hui, c'est un peu compliqué parce que je travaille avec beaucoup de médecins, je travaille avec beaucoup d'autres thérapeutes. Donc en fait, c'est compliqué pour moi de leur dire je fais plus de la kiné classique, par exemple. Voilà, la kiné classique, si tu as une fracture, tout ça, je peux plus faire ça parce que je prends 1 heure les gens. Donc en général, je vais les prendre 1 fois par semaine ou 1 fois toutes les 2 semaines. Donc quelqu'un qui a une fracture, qui a une rééducation, il doit faire 2 séances par semaine. Voilà, ça je le fais plus. Donc là, par exemple, je vais faire un bilan quand je le reçois et on va faire une séance globale et après je vais le diriger vers un confrère. Et sinon, moi, je vais être plutôt vers tout ce qui va être rééducation du rachis, tout ce qui est troubles musculo-squelettiques. Tout ça, ça va être une rééducation que je vais faire. Mais effectivement, j'ai plein de médecins qui m'ont envoyé des gens. Je vais avoir c'est quelque chose qui est assez global. Quelqu'un va venir pour de la kiné, mais en gros, quand il va me voir, on va rester 1 heure ensemble. Ça va pas être de la kiné classique. Donc j'ai un peu un mélange de gens qui viennent me voir en ostéo et de gens qui sont envoyés par un tel pour de la kiné, quoi. Et c'est moi après, suite à mon bilan, si on va, en fait, on va faire 2, 3 séances ensemble, ou alors je vais les diriger vers vraiment de la kiné classique. Ok. Et à côté de ton activité d'ostéo-kiné au cabinet, à Paris, là je parle de Paris, tu travailles aussi dans une pouponnière, non? Oui, tout à fait. Ça fait une dizaine d'années. Je suis rentré dans cette pouponnière. C'est très compliqué de rentrer dans une pouponnière, et notamment à Paris, parce que c'est un milieu très fermé, très secret, entre guillemets. Et je suis rentré par le biais de la kiné respiratoire. Donc moi j'ai beaucoup travaillé en kiné respiratoire, je travaille beaucoup avec les bébés et je suis rentré par le biais de la kiné respiratoire et puis ensuite avec le médecin, les puéricultrices, je leur ai expliqué mon travail, de ce que je faisais notamment en ostéo avec les bébés, de ce que je faisais en kiné avec les enfants, parce que j'ai fait pas mal de formations en kiné avec les bébés sur le développement moteur et donc du coup ça a été vraiment un partenariat où voilà, dès qu'il y avait un enfant où ils avaient un doute sur sa façon d'être, un problème sur le toucher, il pouvait y avoir pas mal de choses et donc du coup on travaillait ensemble sur la rééducation avec l'enfant. C'est très très intéressant. En plus c'est pluridisciplinaire puisqu'il y a une bonne équipe qui se complète avec les différents profils. Tout à fait. Il y a une super équipe. On travaille aussi avec mes collègues. Donc, et puis on peut aller. Faut savoir quand un enfant il arrive avec tout son émotionnel, tout ce qui s'est passé. Donc c'est un enfant quand même qui est coupé de sa vie familiale. Et ils peuvent arriver très tôt. Hein. Des fois ils ont 15 jours, ils ont 3 semaines. Et donc du coup, avec tout ce qui s'est passé pendant la grossesse, pendant l'accouchement, et donc c'est très intéressant de voir l'enfant avant. Et souvent on voit les enfants, ils peuvent rester 2 ans, 3 ans. Et quand vous les voyez après, on est assez fiers
toute l'équipe de les voir comment ils évoluent, parce que la plupart du temps, ils évoluent quand même très positivement. Et ça fait très plaisir. Donc, il y a surtout des nouveau-nés de 0 à 3 ans, hein, c'est ça? Oui, tout à fait. Tout à fait. Il y a des enfants, il y a de tout. Hein. Il y a des enfants qui sont en attente d'adoption. Donc ça, en général, ils vont rester jusqu'à 2 mois. Et après, il va y avoir l'adoption. Ils essayent de faire adopter l'enfant très, très rapidement. Ensuite, il y a des enfants qui ont encore un lien avec les parents. Donc des fois, les parents ont un droit de visite par semaine. Des fois, il n'y en a pas du tout. Ça, c'est le juge des affaires familiales qui décide. Donc voilà. Donc nous, on peut faire le lien aussi avec les parents. Moi, j'ai beaucoup de fois, quand les parents viennent une fois, je leur explique ce que je fais avec l'enfant. Je vais avec eux dans une salle spécifique. Et s'il y a un enfant, par exemple, a un torticolis, a une plagiocéphalie, a un problème moteur, donc j'aime bien voir les parents, et puis eux, ça leur montre un petit peu ce qui se passe dans la structure, parce qu'ils restent dans une salle très spécifique, et donc voilà. Donc c'est pour ça que les enfants peuvent rester très longtemps, en fait, hein, parce que les parents n'ont pas encore l'accord de reprendre les enfants, ou ne le peuvent pas. Et donc toi, dans ton activité à Paris, là, à la Pouponnière, tu y vas une fois par semaine? Oui, alors maintenant j'ai déménagé à Saint-Malo, hein, donc maintenant j'y vais moins. Quand j'étais l'année dernière, j'y allais 2 fois par semaine. Mes collègues y allaient aussi. Donc moi c'est aller à domicile. Hein. Moi dans mon planning, j'avais réservé de ma semaine, je réserve 2 matinées de domicile par semaine. Donc notamment j'allais à la Pouponnière. Je vais aussi dans une maison d'accueil spécialisée, où il y a des handicapés moteurs et cérébraux. Donc là, c'est pareil, j'adore travailler avec l'équipe. C'est très, très intéressant de travailler. On a une salle de kiné aussi là-bas, donc c'est intéressant, avec une table aussi. Et je vais aussi, ensuite, j'allais voir une patiente qui avait une sclérose en plaques. J'allais voir aussi un enfant de 15 ans qui avait un problème cérébral. Donc là, c'est pareil, tu rentres dans le milieu de la famille, tu rentres dans l'intimité des gens. Moi, je trouve que c'est un autre rapport aussi. Donc, je trouve ça intéressant d'allier le domicile et aussi le cabinet. Oui. Et donc, tu as vraiment une activité très variée entre la pouponnière, la masse, le domicile, la kiné et l'ostéo. Oui, et puis en plus maintenant varié entre mon cabinet de Saint-Malo que j'ai développé et mon cabinet de Paris avec d'autres collègues, parce qu'on est 2 associés, on a 4 assistants collaborateurs, donc il faut tout ça, que ça se mélange bien, que ça fasse une bonne pâte, que tout le monde s'entende bien, et des fois c'est pas facile à tout gérer, quoi, mais on y arrive dans la bonne humeur. C'est de l'organisation. C'est de l'organisation, ouais. Voilà. Et j'ai d'autres collègues en plus à Saint-Malo, donc du coup aussi faut réussir à contenter tout le monde. C'est ça. Et alors, parle-nous juste un peu de la création de ton cabinet à Paris. Ça fait combien de temps maintenant que tu l'as créé? Ça fait 14 ans. À Paris, on a créé le cabinet avec Céline il y a 14 ans. On cherchait un lieu tous les deux. On a trouvé donc sur Canal Saint-Martin, et voilà, et on a évolué. Céline, mon associée, elle est vraiment spécialisée dans le cancer du sein, périnée, et du coup on a côté de l'hôpital Saint-Louis, hein, donc on travaille beaucoup avec l'hôpital Saint-Louis, et voilà. Et puis au bout d'1 an, on avait beaucoup de travail, donc on a embauché notre premier assistant collaborateur, l'année d'après un deuxième. On a fait évoluer le cabinet aussi dans son espace, où il a fallu recréer d'autres salles, on a créé des plateaux techniques, on a réussi à... C'est très intéressant, je trouve, hein, même de choisir un assistant collaborateur, hein, c'est pas évident, hein, on s'est trompé plusieurs fois avec Céline, hein, parce qu'on marche dans l'émotion tous les deux, et voilà, et des fois ça matche pas, on ne voit pas forcément au début. Ça, on n'est pas du tout préparé à ça, hein, à gérer un cabinet, à embaucher quelqu'un, voilà, quand ça se passe mal, à lui parler aussi. En 14 ans avec Céline, on a beaucoup appris, quoi, en fait, parce que on sait pas, en fait, des fois comment dire les choses, ne pas les dire, de vexer la personne, et tout ça, c'est une autre facette, je trouve, de notre métier en tant que titulaire, notamment d'un cabinet.
C'est très intéressant, mais voilà, on apprend sur le tas aussi et on se plante et voilà, et ça fait partie aussi de l'humain et de Exactement, voilà, ouais. des interactions. Ouais, ouais, ouais. Et donc là, tu as décidé, enfin, ça fait plus d'1 an maintenant que tu es parti à Saint-Malo. Oui, tout à fait. Alors, avec mon mari et mes 2 enfants, on était dans notre 60 mètres carrés à Paris. Donc, moi, je suis originaire de Saint-Malo. Donc, on a pris la décision de partir à Saint-Malo, ce qui était aussi compliqué comme décision parce que, comme je vous ai dit, je suis associé à Céline, on est très amis, voilà, le cabinet, ça se passe bien. Donc, il a fallu prendre la décision aussi de partir. Donc, au départ, de septembre à décembre, je faisais des allers-retours 3 jours par semaine. Et je développais mon nouveau cabinet le jeudi et le vendredi à Saint-Malo. Et donc voilà, après ça a été en décembre, j'étais très fatigué. Donc à partir de janvier, j'ai décidé de venir plus qu'une fois par mois à Paris. Donc voilà. Là on arrive à allier les deux. Mon cabinet à Saint-Malo marche très bien. Donc voilà. Donc tu bosses, alors les semaines où tu n'es pas à Paris, tu bosses à temps plein, presque à temps plein à Saint-Malo. Donc, tu as trouvé un cabinet avec d'autres personnes? Oui, alors là, c'est complètement différent, l'organisation, parce que là, je loue une salle dans un cabinet où il y a 2 psychologues. Donc, une psychologue spécialisée chez les enfants, les adolescents, et un autre psychologue. Donc, du coup, c'est complètement différent parce que ici, on avait créé notre cabinet, on a créé un cabinet de kiné. On est avec d'autres collègues, assistants collaborateurs. Donc, on travaillait un peu tous ensemble. C'est hyper intéressant, moi, je trouve, de travailler à plusieurs parce qu'il y a plein de cas où des fois, on essaye et puis ça passe pas, soit avec le patient, soit dans ce qu'on fait, dans nos techniques. Et ce qui est bien ici à Paris, c'est qu'on a tous, on fait tous des formations et on fait tous des formations aussi différentes. Donc, du coup, c'est hyper intéressant d'envoyer un patient chez l'un ou chez l'autre. À Saint-Malo, c'est différent puisque là, j'ai ma salle, donc je travaille tout seul. Mais il y a beaucoup de médecins, il y a il y a des psychologues, il y a des posturologues, podologues. Donc ça, c'est différent parce que je pense que là, je vais pouvoir travailler avec d'autres spécialités, d'autres métiers. Mais voilà. Mais ça n'empêche pas que plus tard, je ferai sûrement autre chose. Oui, oui. Et alors, qu'est-ce qui on va parler un peu de la différence Paris et la province. Qu'est-ce qui t'a le plus marqué déjà en arrivant en tant que kiné-ostéo en province par rapport à ton activité à Paris? Alors, je pense que le fait de travailler et d'avoir travaillé à Paris, c'est un atout énorme. En gros, les gens, ah là là, tu travailles à Paris ou tu viens de Paris, donc en gros, tu es meilleur. Bon, évidemment que non, hein, voilà. Mais en fait, c'est vrai que les gens, voilà, tu viens de la capitale. Donc c'est ça, la grosse différence. Alors peut-être qu'il y a un complexe d'infériorité, hein, je sais pas, des provinciaux par rapport aux Parisiens, mais ne vous inquiétez pas, on est tous pareils. Après, je pense que c'est vrai que d'avoir vécu 20 ans à Paris, j'ai pu faire beaucoup de formations parce que il y a beaucoup de formations à Paris. Et donc c'est effectivement, quand on a une vie de famille, c'est plus facile de la faire, je pense, à Paris. On peut faire la formation la journée et on peut rentrer le soir chez nous. Quand on est en province, c'est quand même plus. Je l'ai vu chez des amis qui vivent en province. C'est vrai que j'ai fait plus de formations parce que j'habite à Paris. Donc, c'est un coût de se déplacer pour faire une formation. Déjà, faut la payer. Maintenant, avec le DPC, là, elles sont pas toutes remboursées. Il y a le FPL, mais ça va très vite. Donc après, faut se déplacer à Paris, faut se loger. Voilà, donc en plus, parce que quand vous avez une vie de famille, ça veut dire que c'est votre compagne ou votre compagnon qui doit gérer les enfants. Donc c'est vrai que du coup, le fait d'être à Paris, j'ai pu faire beaucoup de formations parce que j'habite à Paris. Voilà. Est-ce que tu dirais aussi qu'en termes de cabinet kiné libéral et ostéo d'ailleurs, il y a des plus grandes équipes dans la capitale qu'en province où les gens, les professionnels de santé ont tendance plutôt à travailler seuls? Alors, je pense que c'était avant,
Moi, je vois, par exemple, dans mon cas, j'habite à Saint-Malo. Je pense que tous les petits cabinets qui existaient maintenant se regroupent et forment des gros cabinets pour avoir plus de moyens, un meilleur espace, un meilleur plateau technique, etc., du meilleur matériel. Donc, moi, ça devient comme à Paris aussi, hein, je pense, voilà, où on se réunit pour avoir une meilleure qualité de vie aussi, parce que on peut aussi être mieux remplacé. Donc voilà. Donc moi je pense que c'est à la même tendance en fait, que ce soit en province ou à Paris. Et justement, en parlant de qualité de vie, à Saint-Malo, comme la plupart des régions en province, il n'y a pas de dépassement d'honoraires. Donc, est-ce que pour les kinés, t'as remarqué que les kinés ont tendance à travailler beaucoup plus que les kinés des grandes villes, ou comment est-ce qu'ils arrivent à répartir leur temps, et puis pour avoir aussi un mode de vie, une qualité de vie raisonnable? Alors, très bonne question. Moi, c'était un gros point j'avais envie d'aborder. En fait, moi qui arrivais de Paris, et effectivement, on peut faire des dépassements d'honoraires. Donc, nous, dans notre cabinet, par exemple, on fait des dépassements d'honoraires. Et en même temps, on prend tous les gens qui sont à 100%, qui ont la CMU, qui ont l'AME, l'aide médicale d'État. Donc ça, on y tient, nous, dans notre cabinet, hein, parce que souvent, les patients ont appelé, ça fait 10 cabinets qu'ils appellent, hein, et personne ne veut les prendre. Donc nous, en fait, on a à peu près 50% de gens à laquelle on fait un dépassement d'honoraires, et 50% qui sont à 100%. Donc ce qui est bien, c'est que je trouve que ça équilibre un peu la vie parisienne. À Saint-Malo, donc de ce que j'ai vu pour l'instant, les kinés commencent à faire des petits dépassements de 2 euros par séance, par exemple, pour essayer de pas travailler en abattage. Donc, c'est-à-dire prendre plein de patients en même temps. Mais c'est quand même compliqué. Donc, je pense que pour réussir ils prennent des patients toutes les 20 minutes, quoi. Mmh. Ouais, parce que l'inflation, le coût de la vie augmente et le salaire de kiné n'augmente pas. Donc c'est ça le problème. Non, et ça c'est un gros problème, hein. C'est un gros problème. Moi j'ai la chance d'être kiné et ostéopathe, et du coup je prends 1 heure les gens, donc moi je mets un certain tarif, et donc c'est ce qui permet d'être à l'aise, de prendre 1 heure les gens, et donc du coup d'être complètement libre, notamment dans ma pratique, de pouvoir écouter mon patient, de pouvoir faire un bilan, mais un bilan qui dure un quart d'heure, 20 minutes, et ça, je trouve que c'est tellement précieux, quoi, et de prendre du temps, quoi, avec ton patient. Et aujourd'hui, je ne pourrais plus travailler une demi-heure. Et quand on dit une demi-heure, le patient, il doit se déshabiller, il doit se rhabiller, il faut qu'il parle, faut qu'il, en fait, ça passe tellement vite, quoi. Donc moi, je trouve, et puis de toucher ton patient. Voilà. Je suis aussi, j'ai repris quand on parlait tout à l'heure après le Covid. Je pense que donner des exercices, tout ça, c'est évidemment ce que j'adore, mais j'aime aussi toucher les gens. J'avais besoin de toucher les gens. Et là, en prenant les gens 1 heure, j'ai cette chance de faire ça. J'ai le temps de toucher les gens, j'ai le temps d'écouter les gens, j'ai le temps de leur donner des exercices à faire à la maison. Je trouve que c'est très global. Et ça, pour moi, c'est une chance. Ouais. Alors, on parlait un peu de formation tout à l'heure. Est-ce que tu peux nous parler un peu des formations que tu as faites, et surtout celles qui t'ont le plus aidé et marqué dans ta pratique? Oui, alors notamment, j'ai fait notamment McKenzie. McKenzie, ce que j'adore, c'est que je trouve ça hyper intéressant pour les patients et leur donner des exercices. Et je trouve que les patients les font très facilement. Notamment moi pour les cervicales, c'est quelque chose qui m'a. J'ai longtemps les névralgies cervico-brachiales, on en a quand même beaucoup. Et ça, c'est quelque chose. On avait un peu notre série d'exercices, d'étirements, tout ça. Et McKenzie, je trouve que
voilà, je trouve ça hyper intéressant. Je trouve ça, et voilà, j'aime beaucoup. Ça m'a un peu libéré là-dessus pour donner des exercices aux patients. Donc ça, je trouve ça très intéressant. J'ai fait aussi une formation en maxillofacial. J'ai toujours aimé, que ce soit en ostéopathie, travailler voilà, sur la temporomandibulaire. Et là, j'ai fait dernièrement une formation en kiné sur la maxillofaciale. C'était très intéressant. D'ailleurs, à Saint-Malo, je suis le seul à pratiquer de la maxillofaciale. Donc là, c'est intéressant parce que j'ai beaucoup de dentistes qui m'ont appelé, parce que ça, c'est pareil, hein, c'est du bouche à oreille. Donc, c'est des patients qui ont raconté à leur dentiste que je pratiquais en interne, hein, dans la bouche. Et donc là, les dentistes ont dit, mais c'est super. Donc, ils m'ont appelé. Alors, le risque aussi, hein, c'est d'avoir après que des patients qui viennent en maxillofacial. Ce que j'adore dans mon métier, c'est voir du petit bout de chou qui a 2 semaines, voilà, à la grand-mère, à domicile, on va la faire marcher pour qu'elle garde son autonomie. Je vais sortir avec elle dehors. C'est ça que j'adore dans mon métier, c'est qu'on voit un panel de gens complètement différents. Donc voilà, en maxillofacial, j'ai fait également Niromaté qui est un peu décrié et tout. Niromaté, moi voilà, dans les cas aigus et tout, ça m'a vachement aidé, j'ai trouvé ça très intéressant. Hormis la formation qui coûte quand même un bras, c'est une formation que j'ai trouvée très intéressante. J'ai aussi travaillé en hypnose, donc j'ai fait une formation en hypnose médicale. J'avais envie de travailler sur les douleurs, sur les douleurs des patients, de travailler un peu différemment. Et alors je l'ai pratiqué un temps, et puis après, si tu ne pratiques pas assez, tu perds un peu le fil. Donc je pense que je ferai peut-être plus tard un DU en hypnose pour aller plus loin. Mais voilà. Donc là, j'ai un peu arrêté là-dessus. J'ai fait dernièrement aussi forestier dans le développement moteur du bébé et de l'enfant. C'est une formation alors qui est assez longue parce qu'elle dure 1 semaine. J'avais plus l'habitude de faire des formations d'1 semaine, mais elle est super. C'est très intéressant. C'est très, quand des fois on se sent démuni avec des enfants dans des plagiocéphalies, dans des postures, c'est très très intéressant de travailler. Puis tu travailles différemment, tu travailles par terre sur des tapis. Tu vois, je travaille plus sur ma table maintenant quand j'ai un bébé, quand j'ai voilà. Et donc tu as une autre approche sur le porté, sur les conseils aux parents. Voilà, c'est très intéressant. Voilà. Mais maintenant, je relis vachement, tu sais, dans mes formations, par exemple forestier, en kiné, mes formations que j'ai faites en ostéo. Ce qui est génial, c'est qu'il y a plein de choses qui se regroupent. Donc je travaille vraiment avec ce que j'ai appris en ostéo, ce que j'ai appris en kiné, et c'est hyper intéressant. C'est ultra complémentaire, tout ce que tu as fait, c'est impressionnant. Oui, mais c'est des choses qui sont très intéressantes. Après, moi, toutes mes formations que j'ai faites, c'est des rencontres. Tu vois, tu fais des formations, tu rencontres quelqu'un, et en fait, cette personne, elle te donne l'envie, ça te passionne en fait, et du coup, tu as envie de la faire. Par exemple, j'ai mon collègue Aurélien qui a fait une formation en viscérale, en kiné, et il nous a tous fait envie. Donc là, j'ai 2-3 autres collègues qui l'ont faite, et là, du coup, je la fais en septembre avec mon collègue Hugo. On fait cette formation viscérale. Mais tu vois, c'est transmettre. Comme moi, j'adore quand j'ai fait une formation qui était hyper intéressante, ou quand j'ai une technique que je trouve intéressante, par exemple sur le diaphragme, j'ai des choses, mais j'ai envie de la transmettre à mes collègues. Je trouve ça hyper intéressant, et comme eux, s'ils ont quelque chose, on parle d'un patient, tiens, je sais que toi tu fais ça. Ça serait peut-être intéressant que tu vois mon patient. Moi, ce que j'adore, et c'est d'expliquer à ton patient, parce que des fois, tes patients, ils sont un peu perdus quand tu as des cas chroniques, des scléroses en plaques, des Parkinson. Moi, je trouve ça hyper intéressant dans un cabinet de groupe que, à un moment donné, tu vois, au bout de 3 mois, 6 mois, que ton patient, il aille voir un autre de tes collègues, un autre kiné, parce qu'il va avoir une autre approche, il va avoir une autre façon de faire, et surtout, il va relancer une dynamique dans le processus de la rééducation. Et je trouve ça hyper intéressant. Faut rassurer le patient, hein, parce qu'il a peur, évidemment, il va changer de main, et puis il t'aime bien, mais il faut aussi savoir désacraliser le kiné, l'ostéopathe. Voilà, on est tous pareils, on a tous une façon de faire, et on a tous fait des formations différentes, et on a tous une émotion différente. Et c'est hyper intéressant, et ça, faut la garder, quoi, en fait. Comment t'envisages ta pratique dans 10 ans? Alors,
Je pense que, hélas, je vais quitter mon cabinet à Paris parce que, évidemment, je peux pas rester dans 2 lieux différents, voilà, toute ma vie. Hein. Donc déjà, on a parlé avec mes collègues, mon associé, donc c'est très intéressant ça aussi de savoir quelle est la suite de ton cabinet que tu as créé il y a 14 ans, qu'est-ce qui va devenir, parce qu'évidemment, tu as mis tes tripes, tu as créé beaucoup de choses, mais en même temps, eh ben voilà, c'est la vie aussi, hein. Mais bon, peut-être que par la suite, mes collègues vont peut-être reprendre le cabinet, donc déjà, c'est une belle satisfaction, quoi, en fait, personnelle, et avec mon associé Céline. Donc du coup, je vais être à Saint-Malo. Je pense pas que je vais rester pendant très longtemps dans un cabinet où en gros je suis un peu tout seul, même si j'ai 2 collègues psy, mais moi j'adore le partage, j'adore les interactions avec les collègues. Et là effectivement, je n'ai pas ces interactions-là puisqu'on n'a pas les mêmes patients, on fait pas la même chose. Moi j'aimerais bien, alors c'est un peu je sais pas si c'est un fantasme ou voilà, ou si je le ferais, mais en général, je réalise ce que j'ai envie de faire. J'aimerais bien créer un lieu. Alors, on parle des fois de tiers-lieu. Je sais pas si c'est vraiment un tiers-lieu, mais en tout cas, c'est un lieu où ça soit quelque chose de convivial, dans la thérapie. Donc, si tu veux, j'aimerais bien un lieu avec un café, un lieu où il y a des thérapies, de la kiné, mais aussi d'autres thérapies, de la sophrologie, de l'acupuncture, de l'ostéopathie, de la psy. En fait, un lieu où on peut parler, et en même temps, on peut découvrir aussi d'autres choses, du yoga, tu vois, plein d'autres choses alliées. Et en même temps qu'on soit plein de thérapeutes, de profs différents, qu'on puisse communiquer, qu'on puisse et que un patient, ou entre guillemets c'est pas un patient s'il va faire un cours de yoga, mais une personne puisse venir dans ce lieu et voilà, et découvrir des choses et peut-être dans son parcours de soins qu'elle découvre des thérapies qu'elle ne connaît pas en fait. Et ça j'adore. Je voulais juste parler entre guillemets, on a créé il y a 5 ans maintenant avec une de mes collègues Myriam, Rosa Move. Rosa Move, c'est une association qui à la base c'était pour le cancer du sein. Maintenant on l'a quand même, il y a un gros panel, donc c'est pour les cancers, où on a créé dans cette association un pôle émotionnel, un pôle physique et un pôle nutritionnel. Et aujourd'hui, on est plus d'une centaine de thérapeutes ou non thérapeutes qui avec les patients, parce qu'on a créé cette association avec les patients et les thérapeutes. Et en fait, chaque personne peut venir dans cette association qui a une maladie, et en fait, elle va avoir un bilan avec un médecin, et du coup, elle va être orientée vers le pôle physique. Donc, elle pourra faire une activité physique avec Karine, qui est oncologue. Elle pourra aller dans le pôle émotionnel, voir un psy. Elle pourra aller dans le pôle nutritionnel, voir un naturopathe, etc. Et donc, voilà, je voulais juste parler de cette association parce qu'elle me tient à cœur, et elle fait beaucoup, beaucoup de bien aux patients. Et voilà. C'est super comme projet. Vous avez beaucoup de patients? Vous en avez vu combien en tout dans Rosa Move depuis le début? On en a énormément. En fait, maintenant, on a été obligé de changer en fait cette association parce qu'elle a pris beaucoup d'ampleur, et on a créé une association d'intérêt général. Donc, nous qui avions créé cette association, nous étions dans le bureau, et on était obligé d'en partir parce que sinon, il y avait un conflit d'intérêt général. Donc aujourd'hui, on fait partie de l'association, mais on n'est plus dans le bureau. Donc aujourd'hui, c'est que des patients ou des amis de patients qui sont dans le bureau. Et on est beaucoup de thérapeutes et de non-thérapeutes. Hein. Ça va du prof de barre au sol à la prof de Qigong, au médecin oncologue, à la médecin généraliste, à la psy. C'est hyper enrichissant, quoi. C'est la prof de marche nordique, et donc du coup ce qu'on voulait nous, c'est en fait quand le patient il arrive, souvent il a une chimio, il a une mastectomie en fait, et après il est un peu lâché en fait, si tu veux, comme ça, et nous on les récupérait en kinésithérapie, et
et ces patients, ils savaient plus, enfin, ils étaient perdus, quoi, sur leur douleur, sur la suite, sur leur cicatrice, qu'est-ce qu'il fallait faire. Et du coup, c'est de là où on s'est dit, non, mais en fait, faut qu'on crée quelque chose où le patient, il arrive, on fasse un bilan et on lui dit, tiens, toi, ça serait intéressant, bah, tiens, que tu fasses une activité physique ou que tu ailles en nutrition, peut-être que là, tu devrais aller voir quelqu'un. Et voilà. Après, on galère un peu pour avoir un lieu. On voulait avoir un lieu au départ où le patient n'ait pas à se déplacer. Parce que déjà, dans un parcours de soins, c'est très compliqué. Il doit aller à l'hôpital, il doit aller voir le médecin généraliste, il doit tout le temps bouger. Et ça, aujourd'hui, c'est compliqué. Je suis allé à la mairie de Paris, j'ai vu l'adjointe à la santé. Donc voilà, c'est compliqué d'avoir un lieu parce que il y a d'autres associations, il n'y a pas d'argent. Et donc aujourd'hui, les patients, ils viennent dans un cabinet, ils vont voir les thérapeutes aujourd'hui. Mais notre but, ça serait d'avoir un lieu. Oui, mais pour les patients, les soins sont remboursés par leur mutuelle. Est-ce que c'est pris en charge en partie? Oui. Est-ce qu'il y a un nombre limité de soins qui sont pris en charge? Comment ça marche? Alors, on a essayé de développer pour beaucoup de choses. Alors, ceux qui avaient une ordonnance et qui vont voir, par exemple, un kiné, donc ça, c'est bon parce qu'ils sont pris à 100%. Tous ceux qui vont voir, par exemple, quelqu'un qui fait une autre activité, qui n'est pas thérapeute dans la psy, qui n'a pas effet d'être remboursé, on a réussi à avoir des fonds, en fait, par des hôpitaux, par des donateurs, et du coup, on a créé un forfait, en fait, et donc du coup, pour qu'ils en fonction de ce qu'ils gagnent aussi, de leurs revenus, et donc ils ne payent pas. Donc ils ont un forfait, si tu veux, et voilà. En fait, on fait au cas par cas. Voilà, les gens qui n'ont pas d'argent, les gens qui sont pris à 100%, les gens, voilà. Et donc le fait d'être, comme elle a pris beaucoup d'ampleur cette association, et du coup là on va pouvoir avoir un salarié, on va pouvoir avoir plus de donations aussi. Donc là on était un peu limité. Et donc du coup le but, c'est qu'on veuille que les patients ne payent pas, ou alors très peu, et puissent avoir recours à ces trois pôles, quoi. Comme je disais, émotionnel, nutritionnel et physique. Donc voilà, c'est un peu notre but. Ouais. C'est un super projet ce Rosa Move, c'est top. Ah, c'est un super projet, ouais. Ouais. Alors dernière question, Julien, qu'est-ce que tu aimerais voir évoluer dans le métier de kiné? Alors, plus de reconnaissance, notamment, et puis, alors je vais dire comme tout le monde, mais dans la reconnaissance, il y a la revalorisation de notre lettre, quoi. Enfin, voilà, quoi. Faut que, franchement, si elle était revalorisée, si on gagnait plus, voilà, quoi. On prendrait plus notre temps, on prendrait plus. Je suis sûr que voilà, il y a beaucoup de gens, notamment en province, qui prennent plein de patients en même temps, et je suis sûr qu'aujourd'hui les jeunes, il y en a plein qui ont jamais pris leur temps, tu vois, de rester avec leurs patients 30 minutes, de rester parce que déjà c'est pas du tout, ils ont appris comme ça à avoir plein de patients en même temps, et je comprends que financièrement aujourd'hui d'avoir un patient par demi-heure à 16,13 € la séance. C'est compliqué, quoi, en fait. Et donc vraiment une revalorisation. Je trouve que que la kiné aujourd'hui, tu vois, avant on était beaucoup c'est l'ostéo, et je trouve que la kiné elle reprend vachement aujourd'hui de galon, en fait. Elle est vachement revalorisée quand même avec ce qui se passe. Donc c'est hyper intéressant. Donc du coup oui, une revalorisation, et puis là tu vois il y a l'accès direct. Ça serait bien qu'on ait plus un accès direct. Aujourd'hui, c'est dans des maisons médicales, il faut être affilié, c'est très spécifique. En fait, l'accès médical dans un cabinet en libéral, lambda, en fait, tu l'as pas, en fait. Et je trouve ça hyper intéressant. On a des grosses compétences aujourd'hui. On le voit bien d'ailleurs sur les prescriptions des médecins. Rééducation du dos, rééducation du genou. On n'a même pas un diagnostic médical dessus. Donc en gros, c'est à nous de le faire. Et on sait le faire, en fait. Donc en fait, ça serait bien aussi que qu'on ait un accès plus direct, quoi, en fait, parce qu'on a beaucoup de compétences. Aujourd'hui, on sait faire un bilan, on sait faire un bon diagnostic, et
Et donc autant en profiter, en faire profiter les patients, quoi. Donc c'est important ça. Écoute, sur ces bonnes paroles, Julien, je te remercie infiniment pour cet échange super intéressant. Merci pour ton temps. Et puis, je te souhaite une bonne continuation à Saint-Malo. Oui, merci Gaby. Je suis très heureux d'avoir participé à ce podcast. Ça me fait très plaisir. J'espère que je me suis bien débrouillé. Tu t'es très bien débrouillé. Merci. Et je te dis à très bientôt. À bientôt. Si cet épisode vous a plu, vous pouvez vous abonner sur Apple Podcast, laisser un avis et n'hésitez pas à le partager sur les réseaux sociaux. Si vous êtes kiné et que vous souhaitez participer à ce podcast pour partager votre expérience, écrivez-moi à kinégabrielle@gmail.com. Si vous souhaitez suivre notre invité sur les réseaux sociaux, vous pouvez cliquer sur les liens en bas de la page de l'épisode. Enfin, n'hésitez pas à suivre le podcast sur Instagram à kinédi_podcast.